Je vote pour la science avec Isabelle Burgon. Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. Nous vivons dans un monde de plus en plus connecté. Nous l'avons vu encore récemment avec les élections. Nous prenons nos informations sur l'actualité et la politique essentiellement en ligne. Et les réseaux sociaux jouent un grand rôle sur notre manière d'appréhender le monde. Le comité jeunesse de la Commission de l'éthique en sciences et en technologie s'est réuni plus tôt cette année pour parler de cybercitoyenneté. Cette citoyenneté numérique, c'est notre capacité à comprendre ce qui se déroule sur Internet et à y prendre part. On parle ici de partager des informations et de pouvoir remonter à leurs sources, mais aussi de comprendre leur influence. Pour beaucoup, c'est aussi simplement d'avoir un accès libre à Internet. L'univers numérique constitue un espace public où les citoyens s'informent, se rassemblent et discutent. Cela n'a pourtant rien d'un véritable agora où tous les citoyens sont égaux et l'on peut s'interroger sur l'émancipation d'une véritable démocratie sur Internet. La Commission de l'éthique en sciences et en technologie avait réuni 12 jeunes pour se pencher sur ces enjeux importants. Leur avis vient de paraître. Comment devenir un bon cyber-citoyen ? C'est le sujet d'aujourd'hui. Pour parler du numérique et de cyber-citoyenneté, nous avons avec nous Anne-Sophie Gravel, étudiante en journalisme en arts et technologie des médias au Cégep de Jonquière. Elle a été cet été conseillère en communication pour la Fédération de la relève agricole du Québec. Je suis bien renseignée. Bonjour. Bonjour. On a aussi Noémie Brindamour-Naxtet. Exactement. Étudiante en droit à l'Université de Montréal. Puis quand il y avait le comité, elle était au collège de Brébeuf. Là, maintenant, elle étudie le droit. Bonjour. Bonjour. Et on est en compagnie de Dominique Clich, conseiller en éthique à la Commission de l'éthique en sciences et en technologie. Il a été responsable de plusieurs dossiers relatifs au numérique et notamment pour les 2 dernières éditions de la Commission jeunesse, l'éthique et l'éthique à l'école et éthique et cyber-citoyenneté, le sujet d'aujourd'hui. Bonjour. Bonjour. Avant de participer à cette commission jeunesse, c'est pour vous deux, là, aviez-vous déjà un intérêt pour les débats autour du numérique? Peut-être Anne-Sophie. C'était quand même une question qui me trottait déjà dans la tête, surtout qu'on utilise beaucoup Internet, les jeunes. Donc, je pense que c'était déjà un peu en arrière de ma tête. Ce qui m'intéressait beaucoup, c'était le côté vraiment éthique, le côté débat. Personnellement, j'étudie dans les communications, c'est sûr que j'aime ça parler, j'aime ça discuter avec les gens. Donc, c'est vraiment toutes ces parties-là qui m'ont rejoint là, pour la commission d'éthique. Noémie, comme le dit Anne-Sophie, c'est vraiment le fait qu'on vive dans l'Internet, que ça nous touche personnellement. Il y a parfois certaines petites situations qui viennent perturber notre quotidien par rapport à la transparence, etc. Là. Comme un exemple de ça? Par exemple, le fait que quand on est sur notre ordinateur, il y a certaines personnes, par exemple, elles mettent un bandeau sur la caméra comme dans la mesure pour ne pas se faire observer. Oui, la peur d'être filmé, exactement. De se retrouver malgré soi sur Internet, finalement. Monsieur Clich, présentez-nous ce comité jeunesse de la Commission de l'éthique en sciences et technologies. Ce n'est pas la première fois que des jeunes se questionnent sur ces nouvelles technologies de l'information, hein? Non, tout à fait. En fait, la commission jeunesse, la commission d'éthique en sciences et technologies existe depuis 2005 déjà. C'est un projet qui a lieu à tous les 2 ans. Et à quelques reprises, dans des éditions précédentes, il y a été question de technologie numérique. Évidemment, il y a été question aussi d'autres développements technoscientifiques, le mandat étant très large. Mais la première édition, notamment, parlait de plagiat électronique, donc déjà une utilisation des moyens numériques pour contourner, si on veut, les normes de l'intégrité intellectuelle. Et dans les 2 dernières éditions, là, on a eu l'éthique et l'éthique à l'école. Donc, on parlait de technologie d'information dans les classes, comment c'était introduit dans les classes depuis quelques années au Québec, et puis quels étaient les enjeux éthiques autour de ça. Et évidemment, la dernière commission jeunesse qui a proposé une réflexion plus large là, sur la notion de cyber-citoyenneté, donc tout ce qui était normes, valeurs, devoirs, responsabilités à l'intérieur des espaces numériques, mais aussi comment rendre ces espaces numériques-là plus propices, plus accueillants, si on veut, à l'exercice de la citoyenneté. Oui, ce qui rejoint les jeunes, en fait. C'est quoi un cyber-citoyen et la cyber-citoyenneté? Peut-être... Oui, allez-y. Un cyber-citoyen, finalement, c'est quelqu'un qui vit
non seulement, je veux dire, dans le monde réel, mais qui va aussi interagir dans le monde virtuel, finalement. Donc, c'est un peu, finalement, donner un nom à ces personnes-là qui se retrouvent sur le web pour un peu délimiter un peu leur droit à leur liberté. Monsieur Clich, expliquez-nous un petit peu, oui. La citoyenneté, c'est un exercice qu'on est habitué de comprendre dans le monde réel. Donc, des assemblées citoyennes, on va voter, on s'informe dans les journaux, mais de plus en plus, on va voir, on va s'informer sur le web. On va ensuite avoir une forme de mobilisation, de délibération, de discussion avec nos pairs qui ont lieu sur Internet. Et donc, il y a des activités qui sont relatives à la citoyenneté qui ont cours à l'intérieur des espaces numériques. Et la question, c'est de voir, est-ce que le fait que ça se passe dans un autre monde, donc dans un monde qui est virtuel, ça a un impact sur la possibilité même d'avoir ces actions-là, sur la nature de ces actions-là, sur comment est-ce qu'on va être en mesure d'exercer notre citoyenneté. Est-ce que l'information est de même qualité? Est-ce qu'on s'informe de la même manière sur Internet qu'on le faisait dans le monde réel, entre guillemets? Est-ce qu'on se mobilise de la même manière sur Internet que ce qu'on pouvait faire dans le monde réel? Et c'est ça où la notion de cyber-citoyenneté devient intéressante, c'est qu'à la fois l'individu est le même, qu'il soit en ligne ou qu'il soit dans le monde réel, mais sa manière d'être un citoyen ne sera pas nécessairement la même. Et c'est donc de se demander comment la manière dont est construit l'espace numérique a un impact sur la possibilité d'exercer notre citoyenneté, sur la manière de le faire. Oui, Noémie, pour vous, c'est quoi d'être cyber-citoyenne? Comment vous entendez ça? De mon côté, être cyber-citoyenne, c'est assumer des responsabilités vis-à-vis le monde du numérique, un peu comme l'a dit Anne-Sophie précédemment, ainsi qu'avoir une certaine participation, émettre des opinions ou bien ne pas les émettre. On a en quelque sorte le choix de faire certaines interactions et en autant que ça soit fait avec le respect, dans le civisme, comme si nous étions face à face avec d'autres personnes en réalité. Oui, c'est un monde où il y aurait des règles. D'ailleurs, Anne-Sophie regarde beaucoup son cellulaire. Donc peut-être dans ces règles-là de faire, c'est ça, de contrôler, de savoir un petit peu quand c'est la place d'être en ligne ou d'être dans cet univers-là numérique, quand c'est la place d'être un citoyen dans le monde réel et comment faire communiquer un petit peu tout ça. Monsieur Clich, expliquez-nous comment ça s'est passé, cette comité jeunesse. Donc, vous avez réuni 12 jeunes. Oui, c'est ça. On pourrait dire le cœur même de l'activité, c'est les 4 jours de délibération qui ont lieu à Québec où 12 jeunes provenant cette année de 3 cégeps différents, donc de Montréal, de Québec et de Jonquière, sont venus délibérer pendant 4 jours sur le thème de la cybercitoyenneté. Et pendant ces 4 jours-là, c'était un moment évidemment de faire connaissance, de mettre sur table un ensemble d'enjeux, de réflexions, de préoccupations, de mettre de l'ordre là-dedans par la délibération pour en venir à des constats communs, à des valeurs communes à mettre de l'avant, puis à des recommandations qui vont être formulées à l'attention des décideurs. Ça se fait quand même après toute une période de préparation dans leurs cégeps respectifs. Les étudiants sont appelés à prendre connaissance d'un ensemble de documentation, travaillent avec les professeurs sur place, à s'initier dans le fond à la délibération éthique, à faire des tables rondes sur des thèmes qui sont connexes, donc sur le numérique de manière générale, sur la citoyenneté de manière générale. Donc pour se préparer à l'exercice des journées de délibération. Mais c'est vraiment après ça, lorsqu'on arrive tous ensemble autour d'une même table, que se passe, en fond, si on veut, la magie de la commission jeunesse, là où les jeunes peuvent vraiment commencer à construire des positions communes, puis où on voit se développer, s'élaborer ce qui va être en fait rendu plus tard en mots dans la vie, qui est publié un peu plus tard dans l'année. Oui, parlez-moi peut-être Anne-Sophie, des principaux enjeux éthiques de cette cyber-citoyenneté dont vous avez délibéré là, pendant ces 4 jours-là? C'est sûr que moi, personnellement, comme vous l'avez dit en début, je viens de Jonquière. C'est une région. Et moi, j'ai la chance d'être au centre-ville de Jonquière, je suis au cégep. J'ai accès par un très bon Internet, mais malheureusement, il y a certaines personnes qui sont pas si loin de moi physiquement, mais qui, eux, n'ont vraiment pas accès à un bon réseau Internet. C'est d'ailleurs une préoccupation constante des élus de ma région. Et ça, je trouvais que c'était vraiment important de vraiment le mettre à l'avant-plan parce que Internet, c'est tellement un moteur de connaissances incroyable que c'est un peu comme de bafouer nos droits que de pas y avoir accès. Oui, c'est un bon point. Noémie qui hoche la tête. Pour vous, Noémie, c'était quoi les principaux enjeux qui vous allumaient par rapport à ça? De mon côté, évidemment, il y avait bien sûr l'accessibilité à Internet.
aussi la responsabilité de tous et de chacun, autant que ça soit l'individu ou bien les entreprises qui parfois émettent des clauses dites abusive, dans le fond, dans la mesure où les individus ne lisent pas au complet les politiques de confidentialité et se font prendre au jeu, dans le fond, ce qui est bien malheureux. Ou bien encore, je dirais juste la transparence en général. On aimerait ça avoir accès à des logiciels libres et ouverts, ou bien pouvoir juste comprendre le mécanisme. Ça sert en quelque sorte les effets de démocratisation de l'Internet qui est un véritable outil de recherche dans la vie de tous les jours. Oui, on voit que vous êtes en droit, que ces questions-là de la réglementation et législation vous intéressent. Vous êtes toujours à Je vote pour la science, là où la science rencontre la politique, une émission produite par l'agence Science Presse. Vous pouvez visiter son site internet au sciencepresse.qc.ca. Il y a eu récemment des scandales autour des données numériques et Mark Zuckerberg, le grand patron de Facebook, a fait son mea culpa. Les données privées, justement, sont pas assez protégées et peuvent être même commercialisables. Vous en pensez quoi? Est-ce que c'est un risque à courir lorsqu'on utilise les Facebook et les réseaux sociaux? Ben, je pense justement ça vient un peu à l'idée de transparence de Noémie puis de responsabilité. En fait, c'est que très probablement que Facebook, si ça se trouve, c'est marqué dans leurs termes et conditions à quelque part en tout petit, écrit dans un langage trop compliqué pour que le commun des mortels finalement puisse le comprendre. Donc c'est vraiment une discussion qu'on a eue quand même assez longtemps avec les jeunes, que ce qu'on aimerait, ce serait vraiment d'avoir des termes et conditions qui soient plus clairs, plus simples, pas nécessairement plus concis. On comprend qu'il y a certaines affaires qu'il faut que ça prenne le temps de les lire, mais justement offrir un accès qui est plus équitable envers toutes les personnes, tout dépendant de finalement leur niveau de compréhension de ce langage-là, un peu plus c'est plus compliqué finalement. Oui. Donc vraiment, je pense que c'est surtout ça en fait, c'est que les gens ne sont pas assez informés, puis ils ont pas de manière de s'informer parce que ces compagnies-là veulent pas leur offrir le choix finalement de s'informer parce qu'ils savent qu'il y a personne qui lit les 18 pages dans un langage incompréhensible. Tout en petit. Oui. C'est ça. Donc c'est vraiment quelque chose qui vient nous chercher un peu parce que c'est finalement une information qui nous est comme cachée, même si on devrait le savoir parce qu'on est des cyber-citoyens, on devrait être informés sur comment toutes ces données-là sont utilisées. Oui, Noémie, donc c'est la responsabilité des compagnies. Mais c'est aussi la nôtre. Dans le fond, parfois, les compagnies vont nous présenter, vous avez, en cliquant sur accepter, vous avez la possibilité de partager vos photos, ça va être bénéfique pour vous. C'est une perception vraiment biaisée. Donc, c'est à nous d'être porter un regard critique sur ce qu'on publie et ce qu'on veut laisser passer à travers le filtre de l'Internet, dans le fond. Tout à fait vrai. Donc, ça nous amène à notre question d'aujourd'hui. Comment être un bon citoyen? Donc, si on peut penser au cybercivisme, à la responsabilité individuelle et sociale aussi du citoyen quand il se met en ligne. Donc, vous avez émis quelques recommandations. Donc, comment c'est d'être un cyber-citoyen? Ben, un cyber-citoyen, en fait, c'est comme je vous le disais un peu plus tôt, c'est qu'on a des droits, on a des libertés, mais on a aussi des devoirs. Un peu comme dans le monde réel, cyber-soin, cyber-civisme. Bon, quand j'étais petite, ma mère m'a appris à pas mettre les coudes sur la table, à ouvrir la porte aux gens. Donc, en fait, on pense que c'est la responsabilité, pas nécessairement de nos parents, mais de tous les gens qui ont finalement une capacité plus grande, qui comprennent mieux Internet et toutes ses subtilités, à apprendre, pas seulement aux plus jeunes, mais à ceux qui comprennent moins, comment bien utiliser Internet, parce que malheureusement, Internet, c'est un outil qui est, comme je le disais, incroyable, qui est super intéressant, mais malheureusement, des fois, il est utilisé à mauvais escient ou qui est mal utilisé par quelqu'un qui ne sait pas comment bien l'utiliser. Donc, c'est vraiment de la responsabilité de tous de montrer comment être un bon cyber-citoyen, de montrer c'est quoi le cyber-civisme. Donc, c'est vraiment ça, c'est de transposer la citoyenneté qu'on a dans notre monde réel, mais dans le monde virtuel. Oui, c'est une question aussi d'éducation, je suppose, Noémie? Oui, bien sûr, c'est donc l'éducation, est-ce que ça revient encore une fois à un peu tout le monde dans les écoles, surtout les écoles ainsi que les parents. Les parents sont là pour épauler l'enfant, mais l'éducation c'est plus facile parce que ça vient uniformiser un peu ce qu'on apprend à tous les ans. Toute personne dans le fond. J'ajouterais aussi que il faut être patient avec soi-même, avec autrui. Donc, on peut laisser passer certaines erreurs, en quelque sorte. Être tolérante, c'est ça? Ouais, plus la tolérance. Et par rapport, par exemple, de nos jours, il y a le droit à l'oubli qui existe. Donc, ça serait important d'offrir un sentiment de plus
miséricordieux. Oui, Voilà. oui. Ben c'est ça, c'est parce que vous êtes sûrement en ligne toutes les deux. Moi, je vois, vous avez des cellulaires, vous avez une tablette et tout ça. Donc, vous êtes en ligne assez souvent. Ce que vous publiez, c'est des choses qui sont archivées, qui vont pouvoir vous suivre dans votre vie professionnelle aussi. Peut-être que dans 15 ans ou dans 10 ans, vous aimeriez pas qu'on découvre que, je sais pas, ben là, maintenant, on peut fumer de la marijuana parce que c'est légal, mais ce genre de choses-là. Oui. Donc, ben, c'est sûr qu'on en a parlé aussi, Noémie mentionnait le droit à l'oubli. C'est quand même un droit qui est, je dirais pas bafoué, mais c'est plutôt compliqué d'y avoir accès, malheureusement. Donc, c'est une de nos recommandations de permettre vraiment plus le droit à l'oubli. C'est sûr de l'étudier au cas par cas. Il y a certaines personnes, pas que c'est impardonnable ce qu'ils ont fait, mais il y a certaines choses que on devrait finalement laisser l'Internet et le monde oublier ces actions-là. C'est sûr que personnellement, je pense que Noémie est un peu pareil comme moi, étant donné que on a comme grandi avec Internet, on a appris un peu à trier ce qu'on veut partager. C'est sûr que moi, étant donné que j'étudie en journalisme, c'est quelque chose que nos enseignants nous rappellent assez souvent. Moi, j'ai la chance d'avoir décidé de pas être vraiment sur les médias sociaux avant d'être quand même assez vieille, donc il y a pas beaucoup de mes disons des niaiseries d'enfance. Ben c'est juste moi qui étais pas intéressée en fait. J'avais pas besoin de ça. Là, c'est quand je suis partie pour Jonquière que mes amis m'ont dit de me faire un Facebook, mais sinon j'en avais pas. Donc c'est sûr que toutes mes niaiseries d'enfance, je les ai gardées pour moi. Puis c'est peut-être mieux finalement. On n'a pas besoin de partager autant qu'on le pense. Là, oui, tout à fait. Je voudrais vous entendre aussi sur la notion de capacité. Donc, ce que les individus sont capables de faire, mais pas seulement sur les ressources qu'ils disposent. On parle là de justice et d'accès équitable aux capacités numériques. Mm-hmm. Ben, oui. Allez-y. Ben ça vient un peu en deux parties. Non seulement ça vient comme je vous l'expliquais à donner accès physiquement à Internet, mais c'est aussi comme Noémie le disait à éduquer comment bien utiliser Internet. Donc c'est vraiment quelque chose qui vient en deux parties parce qu'il faut être capable physiquement d'y avoir accès, mais il faut être capable aussi finalement plus intellectuellement de comprendre et de bien utiliser cet outil-là. C'est une question de justice aussi. Oui, bien sûr, c'est une question de justice par rapport personnellement, ce que j'avais constaté récemment, c'est aux États-Unis, les fournisseurs Internet, ils songeaient, je pense qu'ils l'ont, je ne suis plus certaine, mais à privatiser le réseau de fournisseurs. Oui, des fournisseurs. De soutien Internet, exactement. Oui. Ce qui aurait pénalisé une bonne partie de la population, ce qui vient diminuer l'accès au savoir. Oui, parce que tout le monde n'est pas capable de se débrouiller de manière autonome. Si jamais il y a des problèmes pour aller en ligne, là, ça prend un soutien, c'est ce qu'on appelle le soutien technique généralement que les compagnies offrent. Puis elles offrent ça dans le forfait, mais elles pourraient justement décider de nous charger en plus ou de vendre ce service-là. Là. Donc c'est une autre forme finalement. Aussi, il y a des outils comme Word ou Excel qu'il y a beaucoup de personnes qui ne savent pas les utiliser proprement, qui ça pourrait simplifier tellement plus la tâche juste à suivre un cours. De nos jours, dans la plupart des écoles, maintenant, on offre ces dispositions-là pour faciliter la vie de tous et chacun. Des jeunes, finalement, mais peut-être les plus âgés pourraient en bénéficier aussi. Monsieur Clich, il y a un projet de charte de cyber-citoyenneté à l'ère du numérique. Expliquez-moi. Oui, bien avant de parler de la charte en bonne et due forme, j'aimerais juste revenir sur la question de ce qu'est être un bon citoyen là, dans le monde numérique. Je pense qu'il ne faut pas oublier qu'au-delà des actions individuelles ou du devoir individuel, des responsabilités des individus dans le monde numérique, il y a des difficultés là, à être un bon citoyen lorsque l'environnement lui-même pose des obstacles à l'exercice de la citoyenneté. Lorsque l'on parlait des termes et conditions qui sont extrêmement complexes, lorsqu'on parle aussi d'un environnement qui est parfois monopolistique, où il y a une très grande asymétrie de pouvoir entre les grandes entreprises du numérique et les citoyens. Et les membres de la Commission jeunesse ont quelques recommandations forte à l'attention de l'État. Donc, le rôle que l'État a à prendre dans le fait de poser des normes, de réglementer le monde numérique, dans le but de rétablir un certain équilibre là, entre les rapports de force, entre les influences, là, dans le fond, entre les acteurs, entre les grandes entreprises et les individus, qui sont très importants. Donc, se donner le droit comme société aussi de dire non pas uniquement voici ce que nous devrions être individuellement pour être de bons citoyens, mais aussi voici comment on devrait organiser notre vivre ensemble d'un point de vue collectif, de quel genre de normes on devrait donner à l'ensemble du secteur du numérique pour favoriser
la participation et l'exercice de la citoyenneté dans ses différentes facettes. Et ça nous amène naturellement à l'idée de la charte, parce que la charte, dans le fond, c'est des grands principes que se donne une collectivité pour régir un certain champ. Donc ici, l'exercice de la citoyenneté à l'ère du numérique. Et ce que les jeunes nous proposent, c'est un projet de charte. Donc c'est une série de 9 principes, donc avec autour de 5 grands enjeux qui permettent de systématiser, dans le fond, leur réflexion là, qui est plus étayée à l'intérieur de la vie. Donc il y a un avis avec des positions, des analyses, et la charte qui est une espèce de synthèse et qui présente ça comme qui est lancée dans le fond de la société pour discussion. Donc on espère que tout le monde puisse se raccrocher à ce projet de charte-là, l'utiliser comme base de réflexion et le bonifier, le critiquer, mais que ça puisse servir de base de discussion pour qu'on puisse se donner des principes tous ensemble là, pour organiser notre vivre ensemble numérique. Oui, Noémie, pourquoi ça prend une charte? Pourquoi ça prend une charte? Une charte, c'est plus, en général, le principe d'une charte, c'est que ça soit le plus accessible à la population en général, comme la charte canadienne, la charte québécoise, donc qu'elle soit présente et cela assure ainsi une pérennité à nos objectifs. Oui. Anne-Sophie, les principes de la charte qui sont super importants? En fait, les principes de la charte, ça va un peu partout. En fait, ce qui est bien avec la charte, c'est que c'est pas comme ça vient avec la vie, dans le sens que c'est beaucoup des sujets qu'on discute dans la vie, mais qui sont un peu mis plus simples dans la charte. Donc c'est vraiment, si on veut voir un peu ce qu'on a discuté, c'est bien de lire la charte. Donc c'est par rapport à la liberté d'expression, la qualité de l'information. L'année dernière, c'était en janvier que c'était la commission, donc on était beaucoup dans tous les scandales de fausses nouvelles, fake news. Donc ça a été un sujet aussi qui revenait assez souvent. Tout ce qui est par rapport à la responsabilité, la transparence, la vie privée, la justice. Donc c'est vraiment 5 grands sujets qui ensuite sont séparés les 9 recommandations, pas les 9 recommandations, mais les 9 points de la charte. Finalement, c'est un peu pour guider un peu le savoir-vivre finalement, oui, le exactement. Savoir-vivre sur le net dans cet univers. C'est pas nécessairement donner des règles, mais c'est un peu comme suggérer aux gens comment bien se comporter pour que en somme, ça soit plus vivable finalement, tous ensemble sur le net. Entendu. Je vous remercie beaucoup. Donc, on était en compagnie d'Anne-Sophie Gravel, étudiante en journalisme et en art et technologie des médias au Cégep de Jonquière, de Noémie Brindamour Knackstedt, étudiante en droit à l'Université de Montréal, et de Dominique Lich, conseiller en éthique à la Commission de l'éthique et de sciences et de technologie, là, donc, qui était responsable, un petit peu superviseur de ce comité jeunesse. Merci. Merci à vous. Merci beaucoup. C'est maintenant le temps de passer le micro à notre scientifique éditorialiste, une rubrique où un chercheur réagit à un sujet d'actualité. Bonne écoute. Je m'appelle Romain Dumoulin, je suis acousticien, donc je m'intéresse en fait aux façons comment mieux anticiper, gérer et réduire les problèmes de bruit en ville. J'ai travaillé comme technicien en contrôle du bruit pour la ville de Montréal pendant 2 ans. J'ai aussi été consultant, donc en tant qu'expert en bruit environnemental. Et actuellement, en fait, je fais partie d'un projet de recherche qui s'appelle Ville sonore, ou Sounds in the City, qui est rattaché donc avec professeur Guastavino, qui est à l'université McGill, mais qui est en collaboration avec plusieurs autres partenaires comme professeur à l'université de Montréal, et aussi donc ça c'est un peu, je pense, l'unicité du projet, en collaboration avec la ville de Montréal, donc les 2 arrondissements centraux, l'arrondissement Ville-Marie et l'arrondissement du Plateau Mont-Royal. Moi, ce qui me fait réagir dans l'actualité, c'est principalement le fait que on sous-estime peut-être l'importance de l'environnement sonore quand on parle de développement durable ou de qualité de vie de la vie en ville, de la qualité de vie en ville. C'est, d'après moi, en fait, dans les seules fois où on va parler de bruit ou d'environnement sonore dans l'actualité, ça va souvent être un angle de vue très orienté. Je trouve aussi des fois, mais peut-être un peu, c'est vraiment l'approche, la façon dont on voit le problème de bruit. Des fois, c'est vraiment trop exagéré. C'est la faute des plaignants. C'est probablement des gens qui sont mal lunés, qui se plaignent tout le temps, qui sont pas assez ouverts. Ou alors, c'est probablement des gens qui peuvent être
Si on parle du bruit des bars, ça va être forcément très simplifié. Puis c'est des gens qui sont bobos ou responsables de la gentrification. Et alors, plus globalement, quand on a ces discussions-là sur le bruit, je pense qu'on n'a peut-être pas assez de recul et on se rend pas forcément compte de la complexité des enjeux du bruit et à quel point l'environnement sonore c'est important pour la vie en ville. Et donc, pour moi, ça reflète le fait que cette prise en compte de l'environnement sonore, elle est peut-être sous-estimée, à la fois par les gens, le grand public, et puis aussi par les politiques de la ville, en fait. Alors, on sait que le bruit, ça a des effets sur la population, ça a des effets sur la santé. Ça, c'est quand même assez bien documenté. Puis il y a aussi la façon dont on gère les plaintes, la façon dont on gère les nuisances de façon plus large. C'est sûr que là, actuellement, c'est une approche, l'approche de la façon dont on gère l'environnement sonore, c'est une approche qui est basée sur les nuisances. Donc, et plus précisément basée sur les plaintes. Donc, c'est une approche au cas par cas. Et donc, c'est des gens qui vont devoir faire l'effort de se plaindre. Alors, ils vont se mettre en comité, ils vont se plaindre du bruit des avions, ils vont être tout seuls parce que c'est juste eux, c'est très local, c'est le bruit d'une usine à côté de chez eux. Et ils vont devoir faire une plainte. Avec un peu de chance, il va y avoir quelqu'un, dépendamment de où il se trouve, par exemple, si je prends l'exemple de l'île de Montréal, dépendamment de l'arrondissement dans lequel il se trouve, ils vont avoir une ressource de la ville qui va pouvoir identifier si c'est un problème et faire le suivi avec eux. Il y a énormément d'arrondissements où il n'y a pas ce type de ressources-là. Il faut aussi dire que c'est quand même un dossier très complexe, c'est pas si simple, il y a vraiment beaucoup différents types de bruit, le bruit musical associé au festival par exemple, le bruit des transports ou le bruit industriel. Alors tous ces différents types de bruit, il y a différents types de solutions, différents types d'acteurs et à chaque fois des enjeux très différents. Ce qu'il faut aussi noter, c'est que c'est un dossier cette gestion du bruit, elle nécessite beaucoup de ressources avec une certaine expertise, elle nécessite des décideurs qui soient sensibilisés et informés à ces enjeux-là. Et je pense que ça, c'est, d'après moi, un des enjeux, de développer des outils de communication et d'aide à la décision qui permettent de sensibiliser les gens qui peuvent avoir un impact. Alors, le grand public, en fait, de façon générale, tout le monde a un impact sur l'environnement sonore, ou peut avoir un impact, mais on se rend compte que c'est ça, peut-être la priorité, c'est quand même les décideurs. C'est ces gens qui pourront faire changer un règlement, faire prendre en compte que l'environnement sonore est important dans certaines politiques, et c'est ces gens-là, dans un premier temps, qu'il faut sensibiliser. C'est tout pour cette semaine. Je vote pour la science est donc une production de l'agence Science Presse avec Radio VM, à la régie Daniel Fortin, à la réalisation de l'émission Recherche et Micro Isabelle Burguin. Vous pouvez réécouter cette émission à l'antenne de Radio VM ou en podcast sur le site de l'agence Science Presse. Je vous redonne l'adresse sciencepresse.qc.ca et sur vos réseaux sociaux préférés. À la semaine prochaine. Jin Jiahua est un chercheur typique de ceux pour qui les progrès de la bioinformatique ont préséance sur le sens biologique et pour qui la grosse science constitue la seule logique. On y parle de génome, de transcriptome et de spliceosome, de traductome, de protéome et de foldéome, de kinome, de protéasome, mais pas du glaucome de Guillaume.